Le stéthoscope glacé glisse sur sa poitrine. Maya fixe le plafond blanc de la salle d'examen, comptant les trous dans les dalles acoustiques pour ne pas penser à la douleur sourde dans son ventre. 32. 33. Le médecin ajuste ses lunettes, penché sur l'écran de l'échographe. Elle ne voit pas son visage. Pas encore. Madame Johnson, je vais avoir besoin que vous respiriez profondément. Cette voix. Son cœur manque un battement. Non. Impossible. 15 ans. 15 putains d'années, et cette voix la poursuit encore dans ses cauchemars. Ses mains se crispent sur le drap en papier qui crisse sous ses doigts moites. Il se retourne. Leurs regards se croisent. Le temps s'arrête. Marcus. Docteur Marcus Bennett, selon la plaque dorée sur son bureau. Ses tempes grisonnantes lui donnent un air distingué qu'il n'avait pas à 23 ans quand il a disparu de sa vie. Quand il l'a laissé seul avec un test de grossesse positif et des promesses brisées. La reconnaissance traverse son visage comme une décharge électrique. Le stylo lui échappe des mains. Il ouvre la bouche. La referme. Deglutit puniblement. Maya. Un murmure. Presque une prière. Ou une malédiction. Elle se redresse brusquement sur la table d'examen, arrachant les électrodes collées sur sa poitrine. Non. Non, non, non. Je veux un autre médecin. Tout de suite. Maya attends. Docteur Johnson pour vous. Sa voix tremble, mais elle la force à rester froide. Et ne me touchez pas. L'infirmière entre, alertée par le bruit. Tout va bien, docteur Bennett. Marcus ne quitte pas Maya des yeux. Son teint a viré au cendré. Suzanne, pourriez-vous demander au docteur, pas-t-elle de prendre le relais? Yeah. Il y a un conflit d'intérêts. Mais docteur, vous êtes le seul oncologue disponible aujourd'hui. Le docteur, Patel est en chirurgie jusqu'à 18 heures. Oncologue. Le mot résonne dans le crâne de Maya comme un coup de gong. Cancer. C'est pour ça qu'elle est là. Les nausées persistantes. La fatigue écrasante. La perte de poids inexpliquée. Depuis 3 mois, elle repousse ce rendez-vous, terrifiée par ce qu'on pourrait lui dire. Et maintenant ça. Lui. Je peux attendre. Maya rabat sa blouse d'hôpital sur sa poitrine nue, mortifiée. Je reviendrai demain. Les résultats de votre scanner sont critiques, Madame Johnson. Suzanne jette un regard inquiet à Marcus. Le docteur Bennett doit vous parler aujourd'hui. Le silence s'épaissit dans la pièce climatisée. Maya entend le bourdonnement de la ventilation, le bip régulier d'une machine dans le couloir, sa propre respiration saccadée. Marcus se passe une main sur le visage, un geste qu'elle reconnaît. Il le faisait quand il était stressé. Avant les examens. Avant de rencontrer ses parents. Avant de l'abandonner. Laissez-nous seuls, Suzanne. Marcus se racle la gorge. S'il vous plaît. L'infirmière hésite, puis sort en refermant doucement la porte. Le déclic du verrou résonne comme un verdict. Maya descend de la table d'examen, ses jambes flageolent. Elle cherche ses vêtements des yeux. Son jean et son pull sont pliés sur la chaise visiteur. Entre elle et Marcus. Je sais que c'est difficile. Marcus reste à distance, les mains levées comme pour amadouer un animal sauvage. Mais je dois te parler de tes résultats. C'est sérieux, Maya. Vous ne savez rien de ce qui est difficile. Elle crache le mot comme du venin. Vous êtes parti. Vous m'avez laissée enceinte et vous avez disparu comme si je n'avais jamais existé. Je sais et je. Vous ne savez rien. Sa voix monte, se brise. J'avais 19 ans. J'étais à 3 mois de mon diplôme. Mes parents m'ont jeté dehors quand ils ont appris. J'ai dormi dans ma voiture. J'ai accouché seul dans un hôpital public parce que je n'avais personne. Personne. Les larmes brûlent ses yeux, mais elle refuse de les laisser couler. Pas devant lui. Plus jamais devant lui. Elle serre les poings si fort que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Marcus vacille comme si elle l'avait frappé. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Tu dois mezroire. Yeah. Menta. Le cri jaillit du plus profond de ses entrailles. Je vous ai appelé 100 fois. J'ai laissé des messages. J'ai écrit des emails. Vous m'avez bloqué. Non. Non, Maya, je te jure que... Il fait un pas vers elle et elle recule violemment, heurtant l'armoire médicale. Des flacons teintent derrière les portes vitrées. Ne m'approchez pas, dites-moi juste ce que j'ai et laissez-moi partir. Marcus ferme les yeux. Inspire profondément. Quand il les rouvre, son visage a pris cette expression neutre et professionnelle que doivent porter tous les médecins pour annoncer l'inacceptable. Tu as un cancer du pancréas.
Stade 3. Avec métastase au foie. Le sol se dérobe sous ses pieds. Maya s'agrippe à l'armoire pour ne pas tomber. Stade 3. Metastases. Ces mots qu'on entend dans les séries télévisées, dans les histoires qui arrivent aux autres. Jamais à soi. C'est curable. Le silence de Marcus répond avant ses lèvres. Le taux de survie à 5 ans pour un cancer du pancréas au stade 3 est d'environ 7%. Mais il y a des options de traitement. La chimiothérapie, peut-être une chirurgie si on arrive à réduire les tumeurs. 7%. Sa propre voix lui semble venir de très loin. Vous êtes en train de me dire que je vais mourir. Je dis que nous allons nous battre. Il y a toujours de l'espoir, Maya. Les progrès médicaux. Arates. Elle hurle maintenant, toute retenue en volée. Arrêtez avec vos conneries d'espoir. Vous m'avez déjà vendu de l'espoir il y a 15 ans. Je t'aime, Maya. On va construire une vie ensemble, Maya. Je serai toujours la Maya. Et regardez où on en est. Je suis désolé. Mon Dieu, Maya, je suis tellement désolé. Désolé ne me rendra pas mes 15 dernières années. Désolé ne guérira pas mon cancer. Elle attrape ses vêtements, les serre contre sa poitrine. Désolé, c'est juste un mot que les lâches utilisent quand ils ne peuvent pas réparer ce qu'ils ont cassé. Elle se rue vers la porte, l'ouvre à la volée. Le couloir de l'hôpital s'étend devant elle, trop lumineux, trop blanc, trop propre. Des gens en blouse verte passent en parlant de dosage et de protocole. La vie continue comme si la sienne ne venait pas de s'effondrer. Maya attends. Marcus la suit, pose une main sur son bras. Elle se dégage violemment. Ne me touchez jamais. Plus jamais. Je reviendrai voir un autre médecin. N'importe qui d'autre. Il n'y a personne d'autre avec mon expertise sur ce type de cancer dans cet hôpital. Je suis le chef du service d'oncologie. Si tu veux avoir une chance, même infime, tu dois me laisser t'aider. Maya se retourne, le fusil du regard. Alors je suppose que je suis foutu. Elle part en courant, pieds nus sur le linoléum glacé, sa blouse d'hôpital flottant derrière elle. Des voix l'interpellent. Elle ne s'arrête pas. Le parking. Elle doit juste atteindre le parking. Sa voiture. Rentrer chez elle. Voir son fils. Jaden. Mon Dieu. Jaden. Elle s'effondre contre sa Honda Civic, les jambes coupées. Comment va-t-elle lui dire? Comment expliquer à un garçon de 14 ans que sa mère va mourir? Qu'il sera orphelin avant d'avoir terminé le lycée? Les vêtements tombent de ses mains tremblantes. Elle glisse le long de la portière jusqu'à se retrouver assise sur l'asphalte chaud du parking, la tête entre les genoux. Les sanglots la secouent par vagues, incontrôlables, arrachés du plus profond d'elle-même. 15 ans. 15 ans qu'elle se bat seule. 2 emplois pour payer le loyer et les études de Jaden. Des nuits blanches quand il était malade. Des anniversaires célébrés avec des gâteaux faits maison parce qu'elle n'avait pas les moyens d'en acheter à la pâtisserie. Chaque sacrifice, chaque épreuve, elle les a affrontés avec la certitude qu'un jour ça irait mieux. Qu'un jour il serait heureux. Et maintenant ça. Cancer. 7% Marcus. Elle ne sait pas combien de temps elle reste là, recroquevillée contre sa voiture. Le soleil décline à l'horizon, projetant des ombres longues entre les rangées de véhicules. Une main touche son épaule. Elle sursaute. Allez-vous-en. Je t'ai apporté tes affaires. Marcus dépose un sac en papier à côté d'elle. Tes chaussures. Ton sac à main. Les papiers de sortie. Elle ne le regarde pas. Ne le remercie pas tant qu'il parte. Mais il s'accroupit à côté d'elle, maintenant une distance respectueuse. J'ai merdé Maya. Il y a 15 ans j'ai fait le pire choix de ma vie et je n'ai pas un seul jour où je ne le regrette pas. Je ne veux pas de vos regrets. Je veux que vous disparaissiez. Je sais. Mais je ne peux pas. Pas maintenant. Il marque une pause. J'ai appelé le docteur. Patel. Il peut te recevoir demain si tu veux. C'est un excellent médecin. Pas aussi spécialisé que moi dans ce type de cancer, mais compétent. Bien. Mais Maya, il faut que tu saches quelque chose. Sa voix se fait plus grave. Ce cancer, il est agressif. Chaque jour compte. Chaque semaine de retard dans le traitement réduit tes chances. Le docteur. Patel voudra revoir tous tes résultats, commander de nouveaux tests. Ça prendra du temps. Du temps que tu n'as pas. Elle tourne enfin la tête vers lui. Même à travers ses larmes, elle voit les cernes sous ses yeux, les rides au coin de sa bouche. Il a vieilli. Ils ont tous les deux vieilli. 2 étrangers qui partagent un passé impossible à oublier. Pourquoi vous me dites ça? Parce que malgré tout ce que tu penses de moi, je suis un bon médecin.
Le meilleur pour ce que tu as. Et je ne veux pas que tu meures par fierté ou par rancœur. Même si tu me détestes. Même si tu as toutes les raisons du monde de me détester. Maya se relève péniblement, s'appuie contre la voiture. Enfile son jean sous sa blouse d'hôpital, consciente de son regard mais trop épuisée pour s'en soucier. Vous voulez que je vous dise merci? Que je vous pardonne? Non. Je veux juste que tu vives. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire? La question reste suspendue entre eux, lourde de tout ce qui n'a jamais été dit. Marcus se redresse, fourre ses mains dans les poches de sa blouse blanche. Parce que j'ai raté assez de choses dans ta vie. Je ne veux pas rater ta chance de guérir. Il n'y a pas de guérison. Vous l'avez dit vous-même. 7%. 7 c'est mieux que 0. Son regard ne scie pas, j'ai vu des miracles Maya. Des patients à qui on donnait quelques mois et qui sont toujours là 5 ans plus tard. Des tumeurs qui rétrécissent contre toute attente. 7% c'est une bataille difficile mais pas une cause perdue. Elle enfile ses chaussures, récupère son sac. Je vais y réfléchir. Le rendez-vous pour commencer la chimiothérapie est jeudi. 8 heures. Si tu ne viens pas, je comprendrai. Mais je t'en supplie, ne refuse pas le traitement à cause de moi. Maya claque la portière de sa voiture, démarre le moteur. Par la vitre ouverte, elle le regarde une dernière fois. Vous m'avez déjà tout pris il y a 15 ans. Je ne vous laisserai pas prendre mes derniers mois aussi. Elle démarre en trombe, le laissant planté au milieu du parking. Dans le rétroviseur, elle le voit devenir de plus en plus petit, jusqu'à disparaître complètement. Le trajet jusqu'à la maison se passe dans un brouillard. Elle ne se souvient pas d'avoir conduit, d'avoir tourné aux bons endroits, d'avoir évité les autres voitures. Son corps fonctionne en pilote automatique pendant que son esprit tourne en boucle. Cancer. Marcus. Mourir. Jaden. Elle se gare devant leur petit appartement du quartier de Brookside. 2 pièces au 2e étage d'un immeuble qui a connu des jours meilleurs. Mais c'est chez eux. Leurs murs couverts de photos et de dessins de Jaden enfant. Leur petit balcon où ils mangent des glaces l'été. Leur vie à deux contre le monde entier. La porte s'ouvre avant qu'elle n'ait sorti ses clés. Jaden apparaît dans l'encadrement, grand et dégingandé dans son uniforme de basket. Il a hérité de ses yeux en amande et de ses cheveux bouclés. Mais sa mâchoire carrée, son nez droit, le faucette dans son menton gauche, c'est Marcus tout craché. Elle ne l'a jamais dit à Jaden. Il croit que son père est mort avant sa naissance. Un accident de voiture. Un mensonge qui lui semblait plus facile à porter qu'une vérité trop compliquée. Maman. Ça va? Tu pleures. Elle essuie rapidement ses joues. Force un sourire. Allergy. Il y a du pollen aujourd'hui. En novembre. Il fronce les sourcils, sceptique. À 14 ans, il n'est plus le petit garçon qui gobait tous ses mensonges. T'étais où? T'as raté mon match. Le match. Murd. Elle avait complètement oublié. Je suis désolé bébé. J'avais un rendez-vous médical qui a duré plus longtemps que prévu. T'es malade. Non. Juste un check-up de routine. Le mensonge lui brûle la langue, mais elle ne peut pas lui dire. Pas maintenant. Pas comme ça. Vous avez gagné. 82-75. J'ai marqué 16 points. L'excitation chasse momentanément l'inquiétude de son visage. Coach dit que si je continue comme ça, j'aurai peut-être une bourse universitaire. Une bourse universitaire. L'université. Un avenir qu'elle ne verra peut-être pas Maya sans ses genoux fléchir. Elle s'accroche au chambranle de la porte. Maman. Jaden la rattrape avant qu'elle ne tombe. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Je suis juste fatigué. Aide-moi à m'asseoir. Il la guide jusqu'au canapé, son jeune visage plissé d'inquiétude. Je vais chercher de l'eau. Pendant qu'il est dans la cuisine, Maya ferme les yeux et respire profondément. Elle doit se ressaisir. Jaden ne peut pas la voir comme ça. Pas avant qu'elle n'ait un plan. Pas avant qu'elle ne sache quoi lui dire. Il revient avec un verre d'eau qu'elle boit à petites gorgées. Ses mains tremblent encore. Maman, dis-moi ce qui se passe. S'il te plaît. Elle regarde son fils, ce miracle qu'elle a porté seule, élevé seule, aimé assez fort pour 2 parents. Comment lui annoncer qu'elle pourrait le quitter? Qu'il devra terminer de grandir sans elle? J'ai juste besoin de repos. Ça a été une longue journée. 2 months. Jaden croise les bras. Tu fais toujours cette chose avec ta bouche quand tu mens. Le coin gauche qui monte un peu. Trop intelligent. Il a toujours été trop intelligent. Je te promets qu'on parlera. Mais pas ce soir.
Laisse-moi juste respirer ce soir. Il la scrute encore un long moment, puis hoche la tête avec réticence. D'accord. Mais demain. Promis. Promis. Cette nuit-là, Maya ne dort pas allongée dans son lit. Elle fixe le plafond et écoute la respiration régulière de Jeden dans la chambre d'Axe en grave côté. 7%. Les mots tournent dans sa tête comme un mantra morbide. Elle sort son téléphone, fait ce qu'elle s'était juré de ne jamais faire. Tape « Marcus Bennett médecin » dans Google. Les résultats s'affichent immédiatement. Dr Marcus Bennett, chef du service d'oncologie à l'hôpital général de la ville. Diplôme de Harvard Medical School. Spécialiste reconnu des cancers gastro-intestinaux. Une liste impressionnante de publications dans des revues médicales. Des photos de lui lors de conférences, recevant des prix, souriant à la caméra avec cette assurance qu'elle lui connaissait déjà à 20 ans. Il a réussi. Il a construit la carrière brillante dont il rêvait. Pendant qu'elle enchaînait les petits boulots pour joindre les deux bouts, il grimpait les échelons de la réussite. Elle clique sur « Images ». D-File. Sarit.net. Une photo de mariage. Marcus en smoking, radieux, à côté d'une femme magnifique en robe blanche. La légende indique que c'était il y a 8 ans. Maya zoome sur le visage de sa femme. Grande, mince, elegante. Docteur aussi, selon la description. Ils forment un couple parfait, le genre qui fait la couverture des magazines médicaux. Elle cherche plus loin. Trouve une interview datant de 3 ans. Marcus y parle de sa famille, de sa fille de 6 ans, de l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Il a une fille. Une autre famille. Une vraie vie pendant qu'elle élevait son fils dans l'ignorance totale de son existence. La rage bout dans ses veines. Elle veut hurler, casser quelque chose, effacer ses 15 années d'injustice. Mais elle se contente de serrer son oreiller contre sa poitrine et de pleurer en silence pour ne pas réveiller Jeden. Le lendemain matin, elle appelle l'hôpital. Demande à parler au docteur. Patel. La secrétaire lui propose un rendez-vous dans 10 jours. 10 jours ? On m'a dit que c'était urgent. Le docteur. Patel a un emploi du temps très chargé. C'est le plus tôt possible. Maya Rackroche. Regarde le papier froissé avec les coordonnées de Marcus. Jeudi 8 heures. Dans 3 jours. Elle passe la journée à tourner en rond dans l'appartement. Fait le ménage. Refait le ménage. Cuisine assez de nourriture pour remplir le congélateur. Des lasagnes, du poulet rôti, des gratins. De la nourriture que Jeden pourra réchauffer quand elle ne sera plus là pour cuisiner. Quand elle sera trop faible pour tenir debout. Quand elle sera morte. L'après-midi, elle s'assoit à la table de la cuisine avec un ordinateur et commence à écrire. Des lettres pour Jeden. Une pour son 15e anniversaire. Une pour sa remise de diplôme. Une pour son mariage. Des lettres qu'elle ne sera peut-être pas là pour voir. Les mots coulent difficilement. Comment résumer une vie d'amour en quelques paragraphes? Comment dire à son fils qu'elle aurait voulu être là, mais que le destin en a décidé autrement? Qu'est-ce que tu fais? Elle sursaute, referme précipitamment l'ordinateur. Jeden se tient dans l'embrasure de la porte, son sac de sport sur l'épaule. Rien. Je mettais de l'ordre dans mes papiers. Maman. Il s'approche, pose son sac. Tu me l'avais promis. Tu devais me dire ce qui se passe. Maya inspire profondément. C'est le moment. Elle ne peut plus reculer. Assieds-toi. Il obéit, les yeux écarquillés. Elle voit la peur grandir sur son visage et ça lui brise le cœur. J'ai reçu des résultats médicaux hier. Ce n'est pas bon. Pas bon comment? J'ai un cancer. Du pancréas. C'est un cancer grave. Le silence s'abat comme une chape de plomb. Jeden la fixe, bouche ouverte, incapable de former des mots. Puis ses yeux se remplissent de larmes. Non. Non maman, c'est pas vrai. Tu vas pas mourir. Tu peux pas. Ils vont essayer de me soigner. Il y a des traitements. Tu vas pas mourir. Il hurle maintenant, debout, les poings serrés. Tu peux pas me laisser tout seul. Tu peux pas. Elle se lève, tente de le prendre dans ses bras, mais il recule. Jeden, écoute-moi. Non. Je veux pas écouter. Je veux pas. Il attrape son sac, court vers la porte. Où tu vas? N'importe où. Loin d'ici. Loin de toi et de tes conneries. La porte claque. Maya reste paralysée au milieu du salon, les bras ballants. Elle devrait courir après lui. Le rattraper. Mais ses jambes refusent de bouger.
Elle s'effondre sur le canapé et pleure. Pour Jaden. Pour elle. Pour toutes ces années qu'ils ne vivront jamais ensemble. Son téléphone sonne. Un numéro inconnu. Elle hésite, puis décroche. Maya, c'est Marcus. Elle devrait raccrocher. Bloquer le numéro. Mais sa voix, même après tout ce temps, même avec toute cette haine, lui procure un étrange réconfort. Comment t'as eu mon numéro? Tu l'as inscrit sur le formulaire d'admission. Je voulais juste savoir comment tu allais. Si tu avais pris une décision pour jeudi. Pourquoi vous m'appelez vraiment? Un long silence. Parce que j'ai passé 15 ans à me demander ce que tu étais devenu. Et maintenant que je t'ai retrouvé, je ne peux pas supporter l'idée de te perdre pour de bon. Vous m'avez déjà perdu il y a longtemps. Je sais. Mais laisse-moi au moins essayer de réparer ça. Pas nous. Juste, laisse-moi te sauver la vie. Maya ferme les yeux. Pense à Jaden qui court quelque part dans les rues, le cœur brisé. Pense aux lettres inachevées sur son ordinateur. Pense à 7% qui est quand même mieux que 0. Jeudi 8 heures. Je serai là. Elle raccroche avant qu'il ne puisse répondre. Jaden ne rentre pas cette nuit-là. Maya appelle tous ses amis, leurs parents, vérifie tous les endroits qu'ils fréquentent. Rien. À 3 heures du matin, elle appelle la police. Ils prennent note, promettent de garder l'œil ouvert, mais lui expliquent que les ados qui font des fugues rentrent généralement d'eux-mêmes. Elle ne dort pas. Reste assise près de la fenêtre, scrutant la rue déserte en espérant voir sa silhouette apparaître. Le soleil se lève sur une ville indifférente à sa douleur. Le téléphone vibre. Un message de Tasha, la mère de DeShawn, le meilleur ami de Jaden. Il est chez nous. Il dort sur le canapé. Il va bien. Maya s'effondre de soulagement. Ses doigts tremblent en tapant une réponse. Merci. Je viens le chercher. Laisse-lui un peu de temps. Il est bouleversé. Je lui ai parlé. Il a besoin de digérer. Digger. Comme si apprendre que ta mère va mourir était un simple repas trop copieux. Maya range son téléphone, prend une douche, s'habille mécaniquement. Jeudi. Elle doit tenir jusqu'à jeudi. Le mercredi soir, Jaden rentre enfin. Il évite son regard, file directement dans sa chambre. Elle frappe doucement à sa porte. Jay? On peut parler. Pas maintenant. S'il te plaît. Un long silence. Puis la porte s'ouvre. Son fils se tient devant elle, les yeux rougis, le visage fermé. Il a l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 2 jours. Je commence le traitement demain. J'aimerais que tu viennes avec moi. Pourquoi? Pour que je te regarde crever. Le mot la frappe comme une gifle. Jay. C'est ça non? Le cancer du pancréas, c'est mortel. J'ai cherché sur Internet. Stade 3 avec métastase. Moins de 10% de survie. 7% c'est mieux que rien. 7% c'est de la merde. Il serre les poings. Tu vas me laisser tout seul. Comme mon père. Maya sent sonkoeur se fissurer. Ton père est mort dans un accident. Il ne nous a pas quittés par choix. Tessure. Jaden la fixe avec une intensité nouvelle. Tu me dis qu'il est mort depuis 14 ans, mais t'as jamais voulu me montrer de photos. Jamais voulu parler de lui. T'as même pas son nom sur mon certificat de naissance. C'est compliqué. Arrête de dire que c'est compliqué. Il hurle maintenant. J'ai le droit de savoir d'où je viens. Surtout si je vais bientôt être orphelin. Les mots restent suspendus entre eux. Maya ouvre la bouche. La referme. Comment lui dire la vérité maintenant? Comment lui avouer que l'homme qui va la soigner est son père? Que Marcus est vivant, qu'il a une autre famille, qu'il ne sait même pas que Jaden existe? Viens avec moi demain. On parlera de tout. Je te promets. Jaden la dévisage longuement, puis hoche la tête avec raideur. D'accord. Mais plus de mensonges. Le jeudi matin, ils prennent le bus jusqu'à l'hôpital. Jaden reste silencieux tout le trajet, écouteurs dans les oreilles, regard perdu par la vitre. Maya tripote nerveusement la lanière de son sac. Dans quelques minutes, elle va revoir Marcus. Dans quelques minutes, elle devra décider si elle lui parle de Jaden ou si elle garde ce secret encore un peu plus longtemps. Le service d'oncologie occupe le 4e étage. Des murs beiges, des affiches motivantes, des plantes vertes qui tentent de faire oublier que c'est un endroit où les gens viennent pour apprendre qu'ils vont mourir. Madame Johnson? Une infirmière souriante les accueille. Suivez-moi, le docteur. Bennett vous attend. Jaden fronce les sourcils. Bennett? Papatelle.
Changement de dernière minute, mon chou. Le docteur. Bennett est le meilleur. Tu verras. Il traverse un couloir interminable. My ascent sun pools SXLR. Chaque pas la rapproche de l'inévitable confrontation. Il s'arrête devant une porte. L'infirmière frappe, ouvre. Marcus est debout près de son bureau, en train de consulter un dossier. Il lève les yeux. Son regard glisse de Maya à Jeden. Se fije. Maya voit le moment exact où il fait le calcul. 14, 15 ans. L'âge qu'aurait leur enfant. Les yeux de Maya. La machoire de Marcus. La fossette. Mon Dieu, la fossette. Le dossier lui échappe des mains. Des papiers s'éparpillent sur le sol. Personne ne bouge pour les ramasser. C'est ton fils. Jeden regarde sa mère, puis Marcus, puis sa mère encore. Tu connais ce médecin? Yeah. Maya ne trouve pas ses mots. Tout s'écroule trop vite. Marcus s'approche lentement, comme hypnotisé. Ses yeux ne quittent pas Jeden. Mon Dieu, c'est mon fils. Le temps s'arrête. Jeden recule d'un pas. 2. Son visage passe par une succession d'émotions. Confusion. Comprehension. Treason. Ton fils. Sa voix n'est qu'un murmure étranglé. Mon père, tu m'as dit qu'il était mort. Je peux tout expliquer. 2 MAS Menti. Il hurle si fort que l'infirmière sursaute. Toute ma vie tu m'as menti. Il est vivant. Il est là. Et toi? Il se tourne vers Marcus. T'es mon père. Marcus hoche la tête, incapable de parler. Des larmes coulent sur ses joues. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Bien sûr que tu savais pas. Parce que t'étais trop occupé à te barrer. Jeden rit, un son amer et cassé. Vous êtes tous les deux des menteurs. Je vous déteste. Je vous déteste tous les deux. Il court hors du bureau. Maya se précipite à sa suite, mais Marcus la retient par le bras. Laisse-le partir. Il a besoin de temps. Me touchez pas. Elle se dégage violemment. Vous avez tout gâché. Encore une fois, vous avez tout gâché. Moi? Tu m'as caché l'existence de mon fils pendant 14 ans et c'est moi qui ai tout gâché. Vous m'avez abandonné enceinte. Vous n'avez pas répondu à MES appel. Qu'est-ce que j'étais censé faire? M'envoyer une putain de lettre recommandée. Me traîner en justice pour pension alimentaire. N'importe quoi sauf me voler mon fils. L'infirmière tousse discrètement. Je vais vous laisser. Sonnez quand vous serez prêt pour le traitement. Elle sort précipitamment. Maya et Marcus se font face, haletants, le poids de 15 ans de non-dit entre eux. Je t'ai cherché. Marcus parle doucement maintenant. Après être parti, j'ai essayé de te retrouver. Mais t'avais changé de numéro. Déménagé. Disparu. Parce que j'avais pas le choix. Mes parents m'avaient jeté dehors. Je vivais dans un foyer pour mère célibataire. J'essayais juste de survivre. Pourquoi tu ne m'as jamais dit pour le bébé? J'ai essayé. Sa voix se brise. Je vous ai appelé 100 fois. J'ai laissé des messages. Marcus, rappelle-moi, c'est urgent. Marcus, j'ai besoin de te parler. Marcus, s'il te plaît. Vous n'avez jamais répondu. Parce que j'ai jamais eu ces messages. Il s'effondre dans son fauteuil, se prend la tête entre les mains. Mon père. Quand je suis rentré de l'été où on s'est rencontrés, il a tout découvert. Notre relation. Il était furieux. Il m'a forcé à changer de numéro. À bloquer tous tes contacts. Il disait que tu étais une distraction, que tu allais ruiner mon avenir. Maya le fixe, abasourdi. Votre père. Il contrôlait tout. Mes études, mes amis, ma vie. J'aurais dû me rebeller. J'aurais dû te chercher. Mais j'étais lâche. J'avais peur de le décevoir, de perdre son financement pour mes études. Alors j'ai obéi. Et j'ai perdu la seule personne qui comptait vraiment. Vous m'avez perdu. Mais surtout vous avez perdu 14 ans avec votre fils. Marcus relève la tête. Ses yeux sont injectés de sang. Parle-moi de lui. S'il te plaît. Je veux tout savoir. Maya hésite. Une partie d'elle veut lui refuser cette consolation. Mais elle voit sa douleur, son remords sincère, et quelque chose en elle cède. Il s'appelle Jeden Marcus Johnson. Je lui ai donné ton prénom en deuxième nom même si je te détestais. Parce qu'il méritait d'avoir un bout de son père. Elle s'assoit, fatiguée soudain. C'est un bon garçon. Intelligent. Drôle.
Il adore le basket. Il veut devenir architecte. Il dessine des maisons imaginaires depuis qu'il sait tenir un crayon. Architecte. Marcus sourit à travers ses larmes. Mon père était architecte. Il ne sait rien de votre famille. Je lui ai dit que vous étiez mort pour qu'il n'ait pas à grandir en se demandant pourquoi son père ne voulait pas de lui. Mais je voulais de lui. J'aurais tout donné pour être là. Si seulement j'avais su. Mais vous ne saviez pas. Et maintenant ils nous détestent tous les deux. Maya sent une vague de nausée la submerger. Je crois que je vais vomir. Marcus se lève d'un bond, attrape une bassine juste à temps. Elle vomit violemment, des spasmes qui lui déchirent le ventre. Il lui tient les cheveux en arrière, pose une main apaisante sur son dos. Un geste si intime, si naturel, qu'elle en oublie presque de le détester. Quand les nausées passent, il lui tend un verre d'eau et des mouchoirs. C'est un symptôme du cancer. Ça va empirer avec la chimio. Super. Elle s'essuie la bouche. Comme si ma vie n'était pas assez merdique. On doit commencer le traitement Maya. Aujourd'hui. Chaque jour de retard. Je sais. Vous me l'avez déjà dit. Elle se lève, vacille. Il la rattrape par la taille. Leurs visages se retrouvent à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle sent son souffle. Voit les paillettes dorées dans ses yeux marrons qu'elle avait oubliés. Je suis désolé. Il murmure si bas qu'elle lit presque sur ses lèvres. Pour tout. Pour t'avoir laissé. Pour avoir raté 14 ans. Pour ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. Vos excuses ne changeront rien. Je sais. Mais laisse-moi quand même essayer de réparer ce que je peux. Ton cancer. Ta vie. Notre fils. Il n'y a pas de notre fils. Il y a MON fils. Celui que j'ai élevé seul. Celui que vous ne connaissez pas. Alors laisse-moi apprendre à le connaître. Maya se dégage doucement. Concentrez-vous sur me garder en vie assez longtemps pour qu'il ne devienne pas orphelin. Le reste on verra après. Le traitement commence 1 heure plus tard. Une perfusion de poison censée tuer les cellules cancéreuses avant qu'elle ne la tue elle. Maya est allongée dans un fauteuil inclinable, entourée d'autres patients à divers stades de leur propre bataille. Certains ont déjà perdu leurs cheveux. D'autres ont le teint cireux de ceux qui sont trop familiers avec la mort. Marcus supervise personnellement sa première séance. Il vérifie le dosage, ajuste le débit, surveille ses constantes. Professionnel et distant. Mais parfois leurs regards se croisent et elle voit tout ce qui reste non dit. Les effets secondaires vont commencer dans quelques heures. Il note quelque chose sur son dossier. Nausées sévères, fatigue extrême, douleurs articulaires. Je te prescris des antinauséeux, mais ils ne font pas de miracle. Combien de temps? 4 mois de chimio. Puis on réévalue. Si les tumeurs rétrécissent assez, on pourra envisager une chirurgie. Et si elles rétrécissent pas? Marcus ne répond pas. Il n'a pas besoin. Son silence dit tout. Maya ferme les yeux, sent le poison couler dans ses veines. Quelque part dans cette ville, son fils erre probablement encore, le cœur brisé par ses mensonges. Quelque part, Marcus a une famille qui l'attend, une femme et une fille qui ne savent rien de son existence à elle. Vous avez prévenu votre femme. La question sort avant qu'elle ne puisse la retenir. Marcus sursaute. Tu sais que je suis marié. J'ai fait des recherches. Internet est merveilleux pour traquer les fantômes du passé. Je n'ai rien dit à Diane. Pas encore. Elle, ça va être compliqué. Compliqué. Maya ricane. Tout est toujours compliqué avec vous. Elle est enceinte. 6 mois. C'est pas le bon moment pour lui annoncer que j'ai un fils adolescent avec mon ex. Il n'y aura jamais de bon moment. Mais Jaden mérite de savoir qu'il a un père. Une demi-sœur. Une vraie famille. Et tu crois qu'il voudra me parler après ce qui s'est passé aujourd'hui? Probablement pas. Mais vous lui devez quand même la vérité. Vous nous devez à tous les deux la vérité. Le téléphone de Marcus vibre. Il jette un coup d'œil à l'écran, grimace. C'est Diane. Elle se demande pourquoi je rentre pas. Alors rentrez. Je peux pas te laisser seule pour ta première séance. L'infirmière est là. Je survivrai. Marcus hésite, déchiré entre deux mondes. Finalement, il hoche la tête. Je reviens demain matin pour vérifier tes résultats. Appelle-moi si tu as besoin. N'importe quand. Il part, laissant derrière lui un parfum d'eau de Cologne qui réveille des souvenirs qu'elle voudrait oublier. Maya reste seule avec le bip régulier des machines et le poids écrasant de sa nouvelle réalité. Ce soir-là,
Jeden ne rentre toujours pas. Maya traîne son corps épuisé jusqu'à l'appartement, vomit 3 fois en chemin. Les antinauséeux ne font rien. Elle s'effondre sur son lit tout habillée, trop faible pour se doucher. Son téléphone sonne. Tasha encore. Il veut pas te parler, mais il veut que tu saches qu'il va bien. Il peut rester ici quelques jours. Dis-lui. Maya doit faire une pause pour respirer. Dis-lui que je l'aime. Que je suis désolé. Que tout ce que j'ai fait c'était pour le protéger. Je lui dirai. Prends soin de toi Maya. La semaine suivante passe dans un brouillard de nausées et de douleurs. Maya perd 3 kilos. Ses cheveux commencent à tomber par poignées. Elle les coupe court elle-même devant le miroir de la salle de bain. Refuse de pleurer en voyant sa nouvelle tête. Marcus passe tous les jours. Vérifie ses analyses. Ajuste les dosages. Apporte des smoothies protéinés qu'elle arrive à peine à avaler. Il ne parle pas de Jeden. Ni de son passé. Ni de sa famille. Seulement de globules blancs, de taux de plaquettes, de marqueurs tumoraux. Le 10e jour, Jeden apparaît à l'hôpital. Maya termine sa 2e séance de chimio quand elle le voit dans l'embrasure de la porte. Il a maigri. Des cernes noires soulignent ses yeux. Jay. Sa voix n'est qu'un murmure rauque. Il s'approche lentement, s'assoit sur la chaise visiteur. Regarde la perfusion, les machines, sa mère diminuée dans ce fauteuil trop grand. Taz l'air terrible. Merci. Toi aussi. Un fantôme de sourire traverse son visage. Tasha dit que je dois te parler. Que la colère, c'est un poison. Tasha est sage. Elle dit aussi que tu vas peut-être mourir et que je vais regretter toute ma vie si je te laisse partir sans régler ça. Maya sent les larmes lui brûler les yeux. Je suis désolé, Jay. Tellement désolé. J'aurais dû te dire la vérité depuis le début. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que je voulais te protéger. Te protéger de la douleur d'être abandonné. Te protéger de la vérité que ton père m'avait laissé tomber. Je pensais qu'un père mort serait plus facile à porter qu'un père qui ne voulait pas de toi. Mais il voulait de moi. Il savait même pas que j'existais. Je sais maintenant. Mais à l'époque. Elle ferme les yeux. À l'époque, j'étais jeune et effrayé et en colère. J'ai fait ce qui me semblait juste. Je me suis trompé. Jeden se tait un long moment. Puis, il est venu me voir. Here. Chez de Shaun. Maya se redresse brusquement, arrachant presque sa perfusion. Marcus est venu te voir. Il m'a demandé si on pouvait parler. On a marché pendant 2 heures. Il m'a raconté ce qui s'est passé. Son père qui vous a séparés. Comment il pensait que t'avais juste décidé de couper les ponts. Qu'il t'a cherché mais qu'il t'a jamais retrouvé. Et tu le crois? Je sais pas. Peut-être. Jeden joue avec ses doigts, mal à l'aise. Il pleurait maman. Je l'ai vu pleurer en parlant de toutes les années qu'il a ratées. Tous mes anniversaires, mes premiers pas, ma première journée d'école. Tout. Il a une autre famille, Jay. Une femme. Une fille. Un bébé en route. Tu dois savoir ça avant de t'attacher. Il me l'a dit. Il dit qu'il veut tout leur raconter. Que je fais partie de sa famille maintenant aussi. Maya ne sait pas comment elle se sent face à ça. Soulagée que Marcus assume enfin, terrifiée de partager son fils, jalouse de cette autre femme qui a eu 14 ans avec Marcus alors qu'elle n'a eu qu'un été. Qu'est-ce que tu veux, Jay? Peu importe ce qui se passe entre moi et Marcus, c'est ta vie. Ta décision. Jeden lève les yeux vers elle. Je veux te pardonner. Et je veux apprendre à connaître mon père. C'est possible les deux. Oui bébé. Bien sûr que c'est possible. Il se lève, vient s'agenouiller près de son fauteuil. Pose sa tête sur ses genoux comme quand il était petit. Elle caresse ses cheveux bouclés, sent son corps secoué de sanglots silencieux. T'as pas le droit de mourir, maman. T'as pas le droit. Je vais me battre. Je te promets que je vais me battre de toutes mes forces. Marcus entre à ce moment-là pour vérifier la perfusion. Il s'arrête net en voyant Jeden. Père et fils se regardent, toute l'émotion du monde passant entre eux sans un mot. Je peux rester? Demande Jeden. Pendant qu'elle finit son traitement. Bien sûr. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Marcus s'approche, hésite, puis pose doucement une main sur l'épaule de son fils. Jeden ne se dérobe pas. Ils restent là tous les trois, une famille brisée qui tente de se recoller. C'est imparfait et compliqué et douloureux. Mais c'est un début. Les semaines suivantes établissent une routine étrange. Maya continue sa chimio.
Marcus la soigne avec un dévouement qui va au-delà du professionnel. Jaden navigue entre sa mère malade et ce père nouvellement découvert, essayant de construire une relation tout en gérant sa colère et sa confusion. Marcus l'emmène à ses matchs de basket, l'aide avec ses devoirs de maths, lui apprend à conduire sur le parking désert de l'hôpital le dimanche matin. Des moments de père et fils qu'ils n'ont jamais eus mais qu'ils créent maintenant avec une urgence désespérée. Parce que le temps presse. Les nouvelles scans montrent que le cancer ne recule pas. Il stagne au mieux. Les tumeurs restent obstinément là, accrochées à ses organes comme des sangsues mortelles. On doit intensifier le traitement. Marcus lui annonce alors d'une consultation privée dans son bureau. Doubler les doses. Ajouter un nouveau protocole expérimental. Expérimental signifie que ça marche pas vraiment. Ça signifie que c'est notre meilleur espoir. Maya regarde par la fenêtre. Dehors, la ville continue de vivre. Les gens vont au travail, font leurs courses, s'inquiètent de problèmes dérisoires. Elle les envie. Les doses plus fortes, ça veut dire quoi pour moi? Plus de nausées, plus de fatigue, perte de cheveux complète, risque accru d'infection, système immunitaire compromis. Il marque une pause. Tu vas souffrir, Maya. Beaucoup. Et si je refuse? Si je décide que 7% c'est pas assez pour endurer tout ça? Marcus contourne son bureau, vient s'asseoir à côté d'elle. Prends ses mains dans les siennes. Alors je respecterai ta décision. Mais je te supplie de ne pas abandonner. Jaden a besoin de toi. J'ai besoin que tu survives. Vous avez besoin? Vous avez une femme, une fille, un bébé en route. Vous n'avez pas besoin de moi. Si. J'ai besoin de toi. Ses yeux plongent dans les siens. J'ai passé 15 ans à essayer de t'oublier. À me convaincre que tu n'étais qu'un amour d'été. Mais je me mentais. Tu as toujours été la seule. Maya retire ses mains. Ne faites pas ça. Ne me dites pas des choses que vous ne pensez pas vraiment. Je pense chaque mot. Diane est une femme bien. Je l'aime. Mais pas comme je t'ai aimé. Pas avec cette intensité qui me coupait le souffle. Tu étais mon premier amour, Maya. Et les premiers amours ne s'oublient jamais. Arrêtez. Vous êtes mariés. Vous avez une vie. Je suis juste une patiente. Tu n'as jamais été juste une patiente. Il se penche vers elle. Maya sait qu'elle devrait reculer. Protester. Mais son corps refuse de bouger. Leurs lèvres se frôlent, hésitantes, se souvenant d'un baiser échangé 15 ans plus tôt sous les étoiles. La porte s'ouvre brutalement. Diane se tient dans l'encadrement, enceinte et magnifique, ses yeux passant de Marcus à Maya avec une compréhension glaciale. Alors c'est elle. La raison pour laquelle tu rentres tard tous les soirs. La raison pour laquelle tu dis son prénom dans ton sommeil. Marcus se lève d'un bond. Diane, ce n'est pas. Ne me mens pas. Pas maintenant. Pas après tout ce temps. Elle pose une main protectrice sur son ventre arrondi. Qui es-tu? Maya se lève aussi, chancelante. Je suis Maya Johnson. Une patiente du docteur Bennett. Rien de plus. Tu mens très mal. Diane s'avance dans la pièce. Vous vous connaissiez avant. Je le vois dans vos regards. Dans la façon dont il te touche comme s'il avait le droit. Diane, s'il te plaît, pas ici, commence Marcus. Ou alors, à la maison devant Emma, au restaurant devant nos amis. Diane tremble de rage contenue. Depuis combien de temps ça dure? Il ne se passe rien. Maya intervient, surprise de défendre l'homme qui a ruiné sa vie. Votre mari me soigne pour un cancer. C'est tout. Un cancer. Diane déglutit, une fissure apparaissant dans son armure de colère. Tu es malade. Cancer du pancréas. Stade 3. Le silence tombe comme une chape de plomb. Diane regarde Maya vraiment pour la première fois. Voit sa maigreur, son crâne chauve dissimulé sous un foulard, les cernes profonds, la pâleur cadavérique. Oh mon Dieu! Marcus, tu ne m'avais rien dit. Secret médical. Il passe une main lasse sur son visage. Je ne pouvais pas. Mais tu peux l'embrasser? Tu peux trahir ton mariage pour une patiente. Je ne l'ai pas embrassée. Enfin si mais. Diane, c'est compliqué. Stop. Maya en a assez. Assez des mensonges, des complications, des drames. Vous voulez savoir qui je suis vraiment? Je suis l'ex de votre mari. Celle d'il y a 15 ans. Et le fils que vous ne saviez pas qu'il avait? C'est le mien. Diane vacille, doit s'appuyer contre le bureau.
Quoi? Marcus et moi on s'est rencontrés à l'université. On est tombés amoureux. Je suis tombée enceinte. Il est parti. J'ai élevé notre fils seul pendant 14 ans. Et maintenant je suis en train de mourir et il essaie de me sauver. Voilà. C'est toute l'histoire. Tu as un fils. Diane feeks Marcus, incredule. Tu as un putain de fils de 14 ans et tu ne me l'as jamais dit. J'allais te le dire. Je cherchais juste le bon moment. Le bon moment. Elle éclate d'un rire hystérique. Quand? Après la naissance du bébé? Après son bac? Jamais. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, Diane. Désolé ne suffit pas. Des larmes coulent sur ses joues. Tout notre mariage est un mensonge. Tout. Elle sort en courant, aussi vite que son état le permet. Marcus fait mine de la suivre, mais Maya l'attrape par le bras. Laissez-la partir. Laissez la digerer. Je dois la rattraper. Lui expliquer. Vous avez assez fait de mal pour aujourd'hui. Allez-vous-en. Réparez votre mariage. Oubliez-moi. Je ne peux pas t'oublier. Il le faudra bien quand je serai morte. Elle le pousse vers la porte. Allez. Votre vraie famille a besoin de vous. Marcus part finalement, le laissant seul dans ce bureau qui sent l'antiseptique et les regrets. Maya s'effondre dans le fauteuil, épuisée. Elle vient de détruire un mariage. De briser le cœur d'une femme innocente. De compliquer encore plus une situation déjà impossible. Son téléphone vibre. Jaden. Maman? Il y a une femme qui vient de débarquer à l'appart. Elle dit qu'elle est la femme de papa et qu'elle veut me voir. Merd. J'arrive. Maya court jusqu'au parking, oublie sa faiblesse, sa douleur. Conduit à toute vitesse malgré les vertiges. Arrive chez elle en 20 minutes au lieu de 40. Diane est assise sur les marches de l'immeuble, Jaden debout devant elle à distance prudente. Ils ne parlent pas. Se contenten de se regarder. De jauger. D'essayer de comprendre comment leurs vies se sont entremêlées sans qu'ils ne le sachent. Madam Bennett. Maya s'approche prudemment. Vous ne devriez pas être là. J'avais besoin de le voir. De voir le fils que mon mari a caché pendant 14 ans. Diane se leve péniblement. Il te ressemble. Mais il a les yeux de Marcus. Et sa fossette. Ways. C'est ce que tout le monde dit. Un silence gêné s'installe. Puis Diane tend la main vers Jaden. Je suis Diane. Techniquement ta belle-mère même si ça fait bizarre à dire. Jaden hésite, puis serre sa main. Jaden. Techniquement le fils secret même si ça fait encore plus bizarre. Un rire nerveux échappe à Diane. C'est surréaliste. Toute cette situation est complètement surréaliste. Ways. Bienvenue dans ma vie. Je ne suis pas en colère contre toi. Diane le regarde intensément. Tu dois le savoir. Rien de tout ça n'est ta faute. Tu es innocent là-dedans. Merci. Ça compte beaucoup. Diane se tourne vers Maya. Est-ce que je peux entrer? On doit parler. Maya hoche la tête. Ils montent tous les trois jusqu'à l'appartement exigu. Jaden s'éclipse dans sa chambre, les laissant seuls dans le salon minuscule. Tu veux du café? Du thé? De l'eau. S'il te plaît. Maya va à la cuisine, remplie de verre. Ses mains tremblent. Elle ne sait pas pourquoi cette femme est là. Ce qu'elle veut. Ce qu'elle va dire. Diane boit à petites gorgées, regarde autour d'elle. L'appartement est propre mais vieux, défraîchi. On sent que l'argent a toujours été compté. Pas de luxe. Juste l'essentiel. Tu l'as élevé seul. Ce n'est pas une question. Oui. Ça a dû être difficile. C'était l'enfer. Mais on a survécu. Marcus dit que tu es en train de mourir. Maya tressaille au ton clinique. Cancer du pancréas. 7% de chance. Mais ouais, probablement. Je suis désolé. Vraiment. Diane pose son verre. Je suis venue ici en colère. Prête à te hurler dessus. À te demander comment tu osais revenir dans la vie de Marcus après tant d'années. Mais je te vois et... Elle secoue la tête. Tu n'as rien fait de mal. Pas vraiment. J'ai embrassé votre mari. Aujourd'hui. Dans son bureau. Il m'a embrassé. Corrige Diane. Nuance importante. Je ne l'ai pas repoussé. Parce que tu l'aimes toujours. Maya ne peut pas mentir. Je ne sais pas ce que je ressens. De la colère surtout. De la rancor.
Mais oui, une partie de moi l'aime encore. Cette partie idiote qui se souvient de nos 18 ans et de nos rêves stupides. Il t'aime aussi. Ça se voit. Dans sa façon de dire ton nom. De parler de toi. Diane Ritter Meermont. Je l'ai toujours su, tu sais. Qu'il y avait quelqu'un avant moi. Quelqu'un d'important. Il refusait d'en parler, mais son silence était assez éloquent. Ça doit faire mal. De réaliser que t'as épousé quelqu'un qui en aime une autre. Ça fait un mal de chien. Les larmes reviennent. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'il m'a menti. Sur son passé. Sur son fils. Surtout. Comment je peux lui faire confiance maintenant? Maya n'a pas de réponse. Elle ne peut pas défendre Marcus. Ne peut pas minimiser ce qu'il a fait. Alors elle tend juste une boîte de mouchoirs à cette femme qu'elle devrait détester, mais qu'elle comprend trop bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas encore. Une partie de moi veut partir. Prendre Emma, faire mes valises, divorcer. Mais je suis enceinte de 6 mois. J'ai une fille de 6 ans qui adore son père. C'est pas si simple. Diane s'essuie les yeux. Et il y a Jaden maintenant. Ce garçon qui n'a rien demandé, mais qui mérite un père. Comment je peux lui arracher ça? Jaden a vécu sans père pendant 14 ans. Il peut continuer. Mais il ne devrait pas avoir à le faire. Pas si son père est prêt à être là. Vous êtes plus généreuse que moi. Maya Surratt Treatment. À votre place, je les haïrais tous les deux. Oh, je te déteste un peu. Diane Renifel. Pas pour ce que t'as fait, mais pour ce que tu es. La femme que Marcus a aimée en premier. Celle qu'il n'a jamais vraiment surmontée. C'est dur de rivaliser avec un premier amour. Tu gagnes quand même. T'as eu 8 ans avec lui. 2 enfants. Une vraie vie. Moi j'ai eu un été et 15 ans de souvenirs amers. Et maintenant? Maintenant je vais probablement mourir. Marcus va vous supplier de lui pardonner. Vous allez soit rester soit partir. Jaden va devoir naviguer tout ça pendant que je ne suis plus là pour l'aider. C'est ça maintenant, point. Diane se leve péniblement. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu vas t'en sortir. Jaden a besoin de sa mère. Et malgré tout, elle hésite. Je crois que Marcus a besoin de te sauver. Pour racheter le fait de t'avoir abandonné. C'est peut-être égoïste, mais laisse-le essayer. J'ai accepté le traitement intensif. Commence la semaine prochaine. Bien. Batte-toi. Pour ton fils, sinon pour toi. Elle part, laissant Maya seule avec le poids de cette conversation impossible. Jaden sort de sa chambre quelques minutes plus tard. Elle est sympa, même si toute cette situation est chelou. Ways. Chelou, c'est le mot. Maman. Il s'assoit à côté d'elle sur le canapé. Tu vas vraiment accepter le traitement le plus dur? Oui. Je vais me battre, Jay. Pour toi. Pour nous. Pour papa aussi. La question la surprend. Je ne sais pas. C'est bon si tu l'aimes encore un peu. Je comprendrai. Quand t'es devenu si sage? Depuis que ma mère est en train de mourir et que mon père mort est ressuscité. Il lui prend la main. On est une famille bizarre. Mais on est quand même une famille. Maya le serre contre elle, sent son corps maigre et anguleux, respire l'odeur de son shampoing et de ses baskets de basket. Son fils. Son miracle. Sa raison de continuer à se battre même quand les probabilités sont contre elle. Ouais bébé. On est une famille. Et peut-être, juste peut-être, 7% c'est assez. Peut-être que les miracles existent. Peut-être qu'elle va vivre assez longtemps pour voir Jaden grandir, Marcus devenir le père qu'il aurait dû être depuis le début, et elle-même trouver la paix avec un passé qui refuse de rester enterré. Ou peut-être qu'elle va mourir et que tout ça n'aura été qu'un épilogue douloureux à une vie déjà trop courte. Mais au moins elle aura essayé. Au moins elle se sera battue. Et parfois, se battre suffit.